Bienvenue sur Optimum Nos Parcours. Ici, nous avons pour but de permettre aux jeunes de prendre la parole, notamment ceux issus de l'immigration, de partager leur parcours, leur engagement, leur réussite. La particularité, c'est Optimum, c'est ton histoire racontée par toi-même. Pour ce premier podcast, nous allons recevoir Sousa Foulay, un ancien mineur non accompagné. Il est chaudronnier, il a cofondé le collectif École pour tous et il est président de l'Association pour l'éducation des orphelins et albinos en Guinée. Bonjour Saïfoulaye, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ouais, moi c'est Sosei Foulay, je viens de Guinée-Conakry et je suis parti de Guinée en 2015 aujourd'hui, voilà, je vais trop en France. Ok, Ouais. actuellement tu fais quoi? Hein? Actuellement tu fais quoi Euh, comme Actuellement, activité? je suis salarié, mais je suis salarié dans une entreprise qui s'appelle Métallerie. C'est Mhm, situé à Brie-sur-Marne, en 94. d'accord. Et comment ça se passe? Ça, c'est pas très bien, merci. Bah écoute, du coup, comme c'est un concept nouveau, on va aller vraiment voir un peu, chercher, parce qu'aujourd'hui on est là, c'est objectif, c'est qu'on discute. Ouais. En gros, c'est qu'on donne principalement notre version à nous aussi. On va commencer où tout a commencé. Tu peux nous dire bah, vraiment d'où tu viens, bah, dans quels environnements tu as grandi, voilà, quoi, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, et je suis né en Guinée, plus profond des Fouta, dans le Mont Guinée, dans un village qui s'appelle Kimbeli, mais j'ai grandi dans un village également qui s'appelle Bantin Ferrobe. Et je n'ai jamais connu ma mère, et du coup, ma tante m'a adopté. Et ma maman Bantin, c'est censé être, c'est mes oncles, Mhm. mais aujourd'hui, je les appelle tous frères parce que je les connais en tant que frères, pas en tant que des oncles. Ok. Donc, aller à Conakry, je ne me rappelle pas, vu que j'étais trop gamin, j'étais bébé quand je suis allé à Conakry, je suis grandi là-bas. Donc, en grandissant, et voilà, je n'ai pas, moi, réussi à aller à l'école. Parce que j'étais orphelin, j'ai 3 mois après la mort de ma mère, et mon père également, il est décédé. Donc, entre-temps, je suis allé à Conakry en tant qu'orphelin, et c'est mon oncle, donc je dis, grandi là-bas. Et c'est mon oncle, il avait un atelier soudure, un garage à soudure, où il faisait des travaux, des portes, des fenêtres, etc., tout ça. Donc, je dis grandir là-bas. J'ai commencé de travailler, et on va dire, j'avais 6 ans, 7 ans. Donc, quand tu dis ça en France aujourd'hui, on va te dire, mais comment ça se fait à 7 ans? À quel âge maintenant? Mhm. Tu vois, je sais qu'ils sortent directement, mais la réalité de la vie en Guinée et ici, donc nous, on sait, c'est très, très différent. Donc, voilà, mes parents, c'était vraiment des personnes musulmanes qui passaient leur temps, beaucoup de leur temps à la mosquée. Et moi, personnellement, je suis parti jusqu'à Jéricho pour l'histoire de mémoriser le Coran. J'ai un frère là-bas qui s'appelait Younoussa, lui aussi c'était à peu près un imam, on va dire. Mhm. Donc c'est vraiment des personnes religieuses et des personnes qui ont décidé de vivre et même sur leur revenu et de ne pas pouvoir faire d'autres travail ou faire quelque chose jusqu'à tomber des choses illégales. Mhm. Donc ces personnes qui respectaient vraiment de leurs principes et leurs valeurs et pour ne pas essayer de faire autre chose qui va nuire leur dignité. Ils se sont toujours battus pour s'en sortir. D'accord. Donc, c'est cette voie que je suis en train d'entamer aujourd'hui pour essayer de m'en sortir moi-même en personne. Ouais. Bah écoute, c'est bah, pour ceux qui ne savent pas, on a un peu les mêmes racines, donc je m'identifie un peu sur on va dire sur ton histoire, en tout cas sur quelques parties de ton parcours, notamment sur ce côté religieux où bah, tes parents, ils ont à fond dedans pour éviter tous les contacts, pour ne pas sortir de ce truc-là. Et on a bien compris que bah, tes parents, ils sont partis assez tôt. Ouais, Toi, tu as plus les valeurs, tu as plus appris vraiment plutôt dans le parcours. un C'est peu de partout, on va vraiment, dire. c'est quelque chose Ouais, qui est, alors, parce qu'il y a 3 ans, c'est un peu compliqué de prendre des valeurs, mais après, je pense qu'avec les récits, de ce qu'on t'a raconté d'eux et tout, ça t'a permis quand même voilà, de t'identifier un peu et essayer de garder plus de trucs sur eux, quoi. ouais, c'est exactement ça. En fait, moi, personnellement, je suis plus grandi, je peux dire moi-même, en fait. Mm. Parce que même l'entourage où j'ai grandi, c'est comme si ils n'avaient pas des personnes qui peuvent me dire, voilà, c'est interdit de faire ça.
Il y OK. a des moments où j'ai vécu au dehors à Conakry, j'ai dormi sous les bancs, ça m'est arrivé plusieurs fois à la cité encore 5 Mmh. où je faisais la soudure. Donc, je pense que les valeurs que j'ai héritées, je pense que je les ai héritées un peu partout et par tout le monde. D'accord. À Conakry, j'ai grandi avec des Soussous, avec des Peuls, avec des Malinké, avec des forestiers dans un quartier qui s'appelle Simambouchia où il y a tout le monde. Mmh. Et ma sœur de même mère, même père, elle s'est mariée à Cancan. Et ce qui veut dire que voilà, elle est là une culture malinké. Mes Oui. frères, où j'ai habité à Conakry, il y avait des femmes malinké. Donc, je peux dire que voilà, j'ai hérité un peu partout de la Guinée. Et voilà, les valeurs que je suis en train, que j'ai aujourd'hui, ou je peux défendre aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai appris à tout le monde. C'est pas dire que voilà, c'est pas ma mère ou c'est pas mon père, mais heureusement, je connais leur histoire. Il y Mmh. a des personnes qui peuvent me parler de leur histoire aujourd'hui, est-ce que tu vois. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai essayé de mettre, qu'il y a, on va dire, dans ma tête, c'est quelque chose que j'ai appris un peu partout, quoi. D'accord. Ouais. Ah, c'est très intéressant, ça se voit, hein. J'aimerais qu'on aborde quand même un fait, c'est-à-dire c'est quels sont, on va dire, les événements qui ont provoqué, bah, notamment ton départ. Quand chaque personne part de chez lui pour aller en aventure, c'est parce que je pense qu'il n'a pas le choix. Il a été obligé ou, en tout cas, il y a une raison. Mmh. Donc moi, je pense que sur ce côté-là, cette raison, il a dit qu'être né orphelin en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Si, on va dire, tes parents, c'est pas des personnes qui ont les moyens, et surtout l'entourage, que ce soit tes oncles ou ça soit, voilà, tes frères, c'est pas des personnes qui ont quelque chose également. Et en tant qu'enfant, où tu es en train de grandir, tu vas voir tous les autres enfants sont en train d'aller à l'école, mais toi, non, tu pars pas à l'école. Et tout le monde apprend à écrire, à lire pour mieux grandir. Parce que c'est quelque chose qui peut sauver quelqu'un. Aller à l'école, apprendre à écrire, à Mmh. lire et grandir et faire des grandes études. Et moi, mon perso, c'était pas le cas. Moi, mon travail, c'était aller dans une atelier soudure, essayer de faire le mieux et pour survivre. Est-ce que tu Mmh. comprends? Donc, sur ce cas, ils n'étaient pas seul en Guinée, j'étais avec un frère. J'étais avec un frère de moi, dont on essayait de travailler. Donc, le travail qu'on faisait, c'est pas le travail qu'on faisait pour nous en plus. On travaille pour nos tontons. Mmh. Donc, il y a une mission, tu exécutes les missions et après, c'est fini. Et puis il y L'essence, a c'est comme un repas. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a un moment, un frère à moi a décidé qu'on ne va plus vivre comme ça. Parce qu'on peut faire ça aujourd'hui, on a longtemps c'était ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir continuer toujours. mmh, Si tu comprends. ouais. Donc, ma sœur, elle n'était pas à Conakry. Mes frères, ils n'étaient pas à Conakry. Donc, moi, j'étais un peu gauche à droite. Ils n'avaient pas une adresse fixe. Et depuis toujours. Mmh, Et mmh, ça, c'est la vraie histoire. Ça a été toujours comme ça, mon enfance à Conakry. Donc, voilà la raison qui a fait qu'ils avaient envie d'apprendre autre chose. Et surtout, vu que ce n'est pas moi qui décidais tout ça, mmh, je pense qu'il y a un moment, ils ont un frère qui a décidé de dire que voilà, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça, on va partir. ouais. En sachant qu'en Afrique, sinon, en tout cas, je parle d'Afrique de l'Ouest, bien sûr, si un frère décide quelque chose de faire avec son petit frère, tu es obligé de suivre, Ouais. ou une grande sœur. Et nous, les frères, les personnes, si on dit c'est un frère ou c'est une sœur, c'est qu'on est obligé de soumettre à ces personnes. Mmh. Donc voilà, c'est comme ça se passe. OK. Bah, oui et puis, ouais, comme je disais tout à l'heure, on a quand même ces mêmes, on va dire ces mêmes cultures-là qui est, bah, quelqu'un qui est plus âgé, un frère, ton père, ta mère, bah, même si c'est un an de différence, s'il te Ouais, dit un truc, bah, voilà, tu suis parce que c'est comme ça. Tu vois, quand tu dis, on va dire chez nous en Guinée, ouais, puisque c'est plus, tu vois, tu viens, tu bosses avec les que ça soit frère, tonton, je sais pas quoi. Au final, la seule chose que tu peux attendre derrière peut-être, c'est un repas. c'est ça. Mais voilà, tu travailles, mais voilà, derrière, il n'y a pas forcément de revenus qui en suit. Bah oui, ça se comprend, ça se comprend. Du coup, j'imagine que même si et on va pas forcément s'attarder là-dessus, mais quand même, malgré on est là, mais le parcours quand même, Ouais. le fait qu'il était parti, mais le parcours a été un peu quand même, voilà, Le parcours, il a été très, très long, ouais. il a été un peu rude, hein. Il a été très long, ouais. Ouais. Tu veux nous en parler un peu? Ouais, en fait, le parcours, ça s'est passé comment? Tu vois, c'était en 2015, on est parti en Guinée. Donc, il faut savoir qu'en 2015, il y a beaucoup de personnes, il y a à peu près pas mal de la jeunesse guinéenne ou Afrique de West Africa Oui. qui sortait.
qui partaient, que ce soit en Europe, que ce soit en Angola, que ce soit au Brésil, ou les États-Unis, tout ça. Donc, il y avait tout ça dans la tête. Donc, tout le monde voit son avenir ailleurs, sauf c'est lui. Donc, en gros, nous, on est parti en Guinée, on n'avait même pas, en fait, on n'avait même pas d'argent. Donc, je suis parti avec un gars, je ne sais pas si je peux me permettre de donner leur nom, tout ça, mais des frères, des personnes, des frères qui j'étais avec et qui avaient vraiment la rage de partir de la Guinée. Donc, on est parti à 5, ouais, on est parti à 5 personnes. On est allé directement à Bamako. Ok. Mais il faut savoir que dès que nous avons, comment dirais-je, dès que nous sommes arrivés à Bamako, nous avons commencé directement à regretter pourquoi on est sorti. Pourquoi? Parce que déjà, le goût de l'eau, ce n'est pas le même. La nourriture, c'était très différent et c'était compliqué. Donc, on a commencé même de regretter, mais on s'est dit, c'est toujours devant, jamais marche arrière. Ouais. Arrivé là-bas, il y a des Guinéens qui est dans une gare à Bamako, qui essaie d'envoyer des gens vers l'Algérie. Parce que c'était l'objectif, c'est d'arriver en Algérie pour pouvoir travailler et aller soit au Maroc, soit à la Libye. Donc, arrivé là-bas, on nous a vendu des tickets de transport pour Niamey, en Niger, Ouais. sur un bus qui n'avait pas de pneus sur cette bus. On a Ok. acheté des billets, on dit voilà le bus. C'est pas comme si nous ne voyions pas, on voyait le bus, c'était un bon bus. Mais sauf que quand nous avons acheté, ils nous ont donné l'heure de départ à 18h. À 18h arrivé, il n'y avait pas de pneus. Il y avait pas de pneus pour Ok. cette bus-là, c'était impossible qu'il parte quelque part. Et c'est des Guinéens qui nous ont vendu les tickets-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a blablaté là-bas jusqu'à impossible de retrouver même des personnes qui nous ont vendu les trucs. Donc, les syndicats, comme il y a toujours des syndicats dans les gares, on va dire. Donc, et ils ont dit, donc, vous allez payer maintenant le billet dans le bus. Vous allez monter avant de payer quelque chose. On est monté et on a payé des transports pour aller jusqu'à Niamey. À partir du moment où on a payé le bus, à chaque 2 à 3 kilos, il y a une frontière. Chaque frontière, il faut payer 5 000 francs CFA pour pouvoir passer. Donc, des Bamako arrivés à, comment dire, à Burkina, nous avons payé plus de 5 barrages, 6 barrages, à part la frontière. La frontière, nous avons payé 15 000 francs CFA. Donc, pour nous, on s'est dit que voilà, comment dire, les barrages, ils sont juste là pour soutirer des gens de l'argent, en fait. Donc, ce qui se passe, on est parti, on est arrivé à Burkina, donc ça a été pareil, partout il y avait des barrages, partout il y avait des barrages. Donc, on est arrivé une barrage avant la frontière de Burkina-Niger. C'était une gendarmerie qui était là. Ils nous ont débarqué tout le monde. Ils nous ont mis directement dans une prison. Ils nous ont fouillés. Ils ont pris tout l'argent que nous avons sur nous. Et ils nous ont remis dans le bus. Ça, rien du tout. Même pas 3 kilos. On est parti. On est arrivé à la frontière. Arrivé à la frontière. Et le bus, il vient, il gare à côté de là où il y a genre, les prisons, etc. Le bus à frontière, le bus, il s'arrête là. Donc, les gendarmes, les policiers, ils descendent tout le monde. On nous met à l'intérieur, on nous pose dans une grande salle. Il y a des salles à proximité, à côté. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, celui qui a 15 000 francs CFA, il s'élève. Et toutes les personnes qui ont 15 000 francs CFA, ils s'est levé, ils ont dit, donnez chacun de vos 15 000 et montez dans le bus. Et ils sont montés dans le bus. Ils ont dit, celui qui n'a pas 15 000 francs CFA, il s'élève et rentre dans cette prison. Et nous tous, on s'est levés. C'est nous qui n'avions pas de 15 000, on est rentré dans cette prison. Ça, c'était à la frontière entre Burkina et Niger. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Les gars, ils nous ont appelés un par un dans une salle où il y a 3 à 4 policiers. Ils nous ont déshabillés totalement, complètement. Ils nous ont dit d'ouvrir nos bouches. Et chacun ouvre sa bouche comme ça. Et on te met comme ça, on tourne ta tête, on regarde. Oui, oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, je On vois. regarde partout, même tes oreilles, regarde si tu n'as pas de l'argent dedans. Quand ça se fait, on te donne des vêtements déjà, des vêtements d'une personne qui était déjà passé par là, laissé ses vêtements. Ok. Parce que les vêtements et tout ça, ils ont des lames, ils vont percer tout ça pour chercher de l'argent. Ils nous ont traités comme ça, nous tous. Et après, qu'est-ce qui passe? Ils nous disent, vu que vous n'avez pas de l'argent, il y a quelqu'un qui s'appelle Ibrahim, il va venir vous chercher ici. Il va vous amener chez lui, vous allez manger là-bas, vous allez dormir là-bas, jusqu'à vos parents vont vous envoyer de l'argent. On s'est dit, ok, le gars, il vient avec une car. Il nous a mis dans cette car-là, il nous a amené chez lui.
Donc, il faut savoir que quand on est arrivé chez lui, on a trouvé des Sénégalais, plupart des Gambiens, qui faisaient 1 an, ils sont là-bas. Quand on est arrivé, on était tous choqués en fait. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et tout le monde dormait au dehors. Il te ramène des trucs où tu peux poser par terre, tu dors là-bas. Et où tu es parti là-bas, c'est une prison, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé là-bas? Il y a Ibrahim dit, ici, voilà les règles. Moi, je vous ai acheté chacun de vous 15 000 francs CFA. Ok. C'est comme ça, il nous a dit. Il nous a dit, je vous ai acheté 15 000 francs CFA chacun de vous. Donc, pour quitter ici, vous avez 3 choses à faire. Vous allez me payer mes 15 000 francs CFA. Mhm. Et j'ai des motos, après, vous allez payer les transports. On va vous transférer à la frontière par taxi moto. Ok. Et la troisième chose, si quelqu'un va vous envoyer de l'argent, ça doit passer par moi parce que vous n'avez pas de papiers burkinabés. Ok. Jusqu'à là, on se disait, d'accord. Ça va. Jusqu'à là, ça va. Jusqu'à, il nous dit, le gars, jusqu'à, il nous dit maintenant, si quelqu'un vous envoie 5 000 francs CFA sur moi, je vais prendre les frais. Mes frais sont 3 000 et je vais vous donner 2 000 francs CFA. Ok. Est-ce que tu vois le bail? Ouais. Donc, si quelqu'un m'envoie 5 000 francs CFA, si Ibrahim il récupère 5 000 francs CFA, Ça, t'as 2000. moi j'ai 2 000 et lui il a 3 000. Et du coup, bah, Et du coup, c'est comme ça, il va. Non, ça, ce n'est pas son salaire, ça, c'est ok. juste les frais de Ça, transport. c'est juste pour quand Juste t'envoies pour. juste Voilà, un petit. exactement. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit avoir de l'argent. Donc, pour avoir 5 000 francs CFA, pour qu'ils aient 5 000 francs CFA, c'est comme s'il faut qu'on m'envoie 15 000 francs CFA pour qu'ils aient 6 000 francs CFA. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça, il faut envoyer jusqu'à, on lui donne 15 000. Quand il a 15 000 francs CFA, il faut qu'on continue d'envoyer pour qu'on ait des transports En pour plus. pouvoir traverser. Ouais, donc, du coup, pour résumer, les 15 000 francs qu'il demande, c'est plutôt les C'est 25-30 000. Enfin, exactement, c'est exactement, même plus d'ailleurs. exactement. Ça s'est passé comme ça. Ok. Du coup, on s'est posé des questions des personnes qui étaient dedans déjà. Il y en a qui nous disent, ça fait 1 an, ils sont là, ils n'ont pas eu l'argent pour passer tout ça. Donc, c'est des arnaqueurs, c'est compliqué. Après, j'ai dit d'accord, on s'est dit d'accord. Écoute, ils étaient petits, hein, mais j'ai regardé, nous qui étions ensemble, ils avaient déjà dit remarquer le plus fragile d'entre nous. Ouais, ok. Il y avait une personne, il était fragile entre nous. Ça fait longtemps, lui, il était déjà découragé complètement. J'ai dit à mon frère, est-ce que tu peux demander lui s'il peut tomber malade, être semblant s'il peut tomber malade? Parce que ce qu'on nous demande ici, c'est impossible. Tu sais que toi et moi, on n'a pas quelqu'un qui peut nous envoyer même pas 5 000, Ouais, mais ça, même pas 5 000. On a demandé le gars, il a dit oui, il peut faire ça. J'ai dit d'accord. On s'est dit d'accord. On s'est tombé d'accord. Donc le gars se dit, tombe malade. C'était comme la magie. Il est tombé malade directement. Ce qui se passe, le gars, il est tombé malade. Il a commencé des arts de vomir. Donc les femmes qui gênaient là-bas, les femmes, elles sont tous hyper. Et Ibrahim, il parlait à leur langue, prenez-les, laisse-les partir, il ne faut pas qu'on ait des problèmes ici. Donc le gars, il nous a dit de sortir d'ici, quand il nous revoit, il va nous flinguer. Tous les 5, on a pris le gars qui est malade, on est parti avec lui, on est sorti pour aller jusqu'au niveau des frontières, pour essayer d'avoir des billets, pour se retourner, parce qu'on ne pourrait pas continuer. On ne peut pas dormir dehors. Le gars, il nous a dit, s'il nous trouve dans cette ville-là, il va nous tuer. ah oui. Donc on avait peur. Maintenant, le truc, c'est qui est drôle, on est sorti, et le gars, il continue toujours de tomber malade. Ah, ben là, pour de vrai Oui, pour maintenant. de... Ah, ça, Là, il nous a effrayés tous. Donc, on lui portait. J'ai dit, mec, on est sorti c'est là-bas. bon. Laisse-toi, c'est bon, laisse-toi maintenant. Et le gars, il refuse. Et ça nous a pris 1 heure pour qu'il revienne à la réalité. Ça nous a pris 1 heure. On s'inquiétait vraiment beaucoup. Et après, il est revenu. J'ai dit, mec, tu nous as cassé la tête, nous tous. Il a dit, vous m'avez demandé quelque chose, je le fais. Donc, je vous ai sauvé toute la vie. Je vous ai tout sauvé la vie. J'ai dit, C'est merci. pas faux. Donc, C'est on pas est faux. parti. Donc, nous, on a continué à Niger. Et Niger, après, on est venu à Agadez. Agadez, on est continué à. On a vendu tout ce qu'on avait, téléphone, vêtements, chaussures, tout, tout, tout. Donc, on est parti. Le jour qu'on est arrivé à Agadez, donc, on était censé partir voilà, en Algérie. Donc, on a vu les passeurs, on a négocié avec eux pour partir. Donc, on est parti jusqu'au milieu du désert.
Et les Arabes, ils nous montrent les passeurs, les Touaregs. Ils nous montrent des ampoules allumées. Pour nous, on est à côté, quoi, en fait. Mm. Ils nous laissent là-bas, ils nous disent, voilà les ampoules au marché, vous allez arriver. D'ici 30 minutes, vous êtes arrivé. Et il fait demi-tour. Mec, on a marché des jours. Et les ampoules, on Et- les voit chaque nuit. oui, mais Mais on bon, a marché des jours, on n'est pas arrivé. À peu près 10 jours, on bah, est en tu sais, train de le marcher. désert, c'est comme dans la mer, quoi. Tu vois Exactement. triple force parce que Exactement. tout est, mais c'est loin. Donc, il faut savoir qu'en traversant tout ça, et tu vas voir des corps de personnes, tu vas voir des morts et des personnes qui sont avec toi, certains vont mourir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que tu vas jamais croire en tant que tu ne l'as pas vécu. Mm. C'est un parcours, même quand tu parles jusqu'à demain, il n'y a personne qui va te croire si tu n'as pas vécu ça. Donc, toi, tu as fait Agadez, Algérie. Agadez, on est parti à Agadez. Je pense que la première ville qu'on est arrivé de l'Algérie, il s'appelle Ingizan, Ok. avant Tamaracet. Ouais, parce que moi, ouais, moi aussi, non, j'ai passé par Agadez d'ailleurs aussi. Ouais. Mais juste que moi, je suis allé en Libye, mais pas vraiment Ouais, je à vois. Algérie et Nous, tout. c'est pas, il y avait la route de Libye, Mm, il y avait la mm. route, mais pour nous, on te disait qu'on n'ira jamais en Libye. Ouais, ouais, Parce qu'il y a, ouais, ok, donc c'était dangereux en ce temps. c'est un Donc, peu hardcore c'est là-bas, un ça. peu, ouais. Donc, on est arrivé à la première ville de Ingizan. Donc, Ingizan, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé là-bas, on rencontre des pick-up des Arabes. Donc, il faut savoir que tu arrives dans un endroit où tu sais qui t'est cherché. Donc, tu as peur. Et des personnes sortent sur nous directement. Ils ne parlent pas bien français. Et nous, on s'est débrouillé un peu en français. Donc, il y en a entre nous qui parlent un peu arabe. Donc, on essaie d'avoir une communication avec eux jusqu'à ils nous disent qu'il sait où se trouvent des Africains dans Ok. une autre ville, à Tamaracet. Donc, il va nous amener Mhm. là-bas. On s'est dit d'accord. Donc, il nous prend là-bas, il nous amène là-bas directement. On est content. Il dit voilà, c'est bien, merci, tout ça, c'est gentil. Donc, arrivé là-bas, les gars, ils nous déposent, ils partent. Et après, la dame qui était là-bas, c'était dans un foyer. Elle nous donne à manger, on mange. On a fini de manger, la dame, il vient en même temps, il nous appelle tous, on est assis, il nous dit donc, moi, je vous ai acheté chacun de vous 1000 dinars. Je vous ai acheté 1000 dinars. Je me suis dit d'accord. Et le plat que vous êtes en train de, que vous avez fini de manger là, ça coûte ça. Je me suis dit d'accord. Donc, pour quitter ici, il faut tout travailler et payer tout. Et vous allez dormir ici jusqu'à finir de me rembourser. Si vous voulez continuer, vous continuez. Et sinon, vous n'allez pas Bah, pouvoir quitter ici sans me payer. On s'est dit d'accord. Au moins là-bas, on était quand même un peu rassurés vu qu'on est rentré en en Algérie. Algérie, On nous disait qu'il y a du travail. ok, Donc, l'objectif de base, c'était l'objectif un peu ça, c'est d'arriver en d'arriver en Algérie, Algérie. on s'est dit, c'est pas comme Burkina en fait, où on a été vendu 15 000 francs CFA, mais quand on t'envoie 5 000, tu as 2 000, donc c'était différent quoi. Mm. Là, elle nous dit, vous sortez, il y a un endroit où les Africains vont aller s'arrêter. Ceux qui cherchent des salariés, ils vont venir là-bas, ils vont vous prendre, aller travailler la journée et vous revenez. Donc, Ok. moi, je partais pour travail, j'étais petit, on va dire. Donc, mon frère, il partait pour travailler, il revenait jusqu'à ils ont fini de rembourser l'argent, tout ça. Donc, après, on est parti à Agadez, non, à Gardaya, pardon, autant pour moi. On est parti à Gardaya, c'est une deuxième ville d'Algérie. Et après ça, là-bas, on est parti en Alger. On Ok. a resté là-bas jusqu'à un moment parce que c'est un parcours très, très compliqué. Si je commence à parler tout ça, on ne va pas finir. Donc, je Ouais, vais essayer de prendre des mais raccourcis un peu. du coup, ça t'a pris combien de temps juste pour Un tout an, ce... tout le parcours-là, ça nous a pris un an. Ça t'a pris un an. Ouais, ça nous a pris un an de faire ça. Et après l'Algérie, on est parti au Maroc pour traverser. Le jour qu'on est arrivé là-bas, l'argent qu'on avait travaillé pendant 6 mois, ils étaient partis à une seconde. Et Ah, on est ça. parti avec des personnes dans les pays arabes, on sait tous, il y a des personnes qu'on les appelle Asma Boy. Oui, oui. Asma Boy, c'est des personnes qui viennent prendre tout ce que tu as avec des massettes, ils te prennent tout ce que tu as. Et ils partent, ils s'en foutent en fait. Donc on est reparti encore en Algérie. On est reparti encore en Algérie, on a travaillé encore. Et après, on s'est dit, travailler une seule personne au Maroc, ça demande 2 000 euros. Et pourtant, en Libye, ça coûte 300 euros. Mon frère, il a dit, même si on va mourir, voilà, on va partir là-bas. Il y a des amis qui l'ont contacté d'aller là-bas. C'est beaucoup mieux qu'au Maroc, tout ça. On est parti là-bas.
Ah, c'était vraiment l'enfer. Déjà, mon frère, lui, il n'est pas arrivé, lui, il a été tué là-bas, devant moi. J'ai pris une balle là-bas, j'ai été en prison là-bas, et j'ai fait l'esclavage là-bas en prison. En fait, la prison en Libye, tu vas voir les chefs de prison, les Libyens viennent en prison pour chercher des personnes qui peuvent les aider à travailler dans la journée. Donc, on te prend, on te donne ces messieurs-là, ils partent avec toi chez lui, il te fait travailler toute la journée contre un repas. Il te Ouais, donne à manger. Mais crois-moi qu'il était content de faire ça. ouais, enfin, Il était très content de j'imagine. faire ça. Quand les Libyens viennent pour nous chercher en prison pour aller nous faire travailler, sans salaire, on est content. Parce que Parce des que faits si que tu tu vas restes, manger, des faits que tu vas manger, et tu vas pouvoir respirer, avoir l'air de respirer qui n'est pas celle des prisons. Donc, c'est comme ça, on a resté. Moi, il y a un monsieur qui est venu, il cherchait un soudeur. Je lui ai demandé qui sait faire la soudure là-bas. Et j'ai levé la main. Je suis parti avec lui une fois, et deux fois, et trois fois. Et jusqu'à il a commencé à me faire confiance. Il y a un taxi qui est venu là-bas. Il me regarde. Je pense que c'est un taxi aussi qui faisait des affaires, tout ça, dans cet atelier. Parce qu'au début, le monsieur, il me surveillait. Il y a des moments où il me voyait, je faisais la prière, tout ça. On a peur de la mort. Donc, au moment où on n'oublie pas la prière, ah bah ça. donc il me faisait confiance. Il me disait, lui, c'est bien, c'est bien. Machallah, machallah. Du coup, en sautant le taxi là, il est venu. Donc, il m'a pris avec lui directement. Il m'a ramené dans un quartier qui s'appelle Girigaraz, où il y a les amis de mon frère, tout ça. Et je pars là-bas, il me donne à un monsieur. Et ce monsieur-là, après, quand le taxi est parti, il me dit, mec, moi, je t'ai acheté. J'ai dit, OK, comment tu m'as acheté? Il me dit, est-ce que tu as payé transport pour venir ici? J'ai dit non. Il me dit, alors, le transport, c'est moi qui les ai donné le taxi. Donc, tu me dois ça. J'ai dit, OK. Tu vas dormir ici, je suis un passeur. Le jour que tu auras l'argent, je vais te faire rentrer en Europe. Je dis, d'accord. Et entre-temps, j'ai vu les amis de mon frère et on a discuté, on a discuté. C'était difficile au début pour lui dire que voilà, il n'est pas Mhm. avec moi. Donc, finalement, ils ont réussi à me ramener dans un restaurant et me faire manger tout ça. Et je leur dis que voilà, lui, il n'a pas pu venir malheureusement. Donc, en ce temps, voilà, on s'est débrouillé pour passer là-bas en Italie. Donc, je suis arrivé en Italie. J'ai oublié quel mois exactement, mais c'était dans l'année 2016. Je suis Ouais. arrivé en Bah, Italie. écoute, on est désolé pour ton frère, hein, parce Ouais. que évidemment, c'est des parcours très tragiques. Je pense que de là où il est fier de ce qu'il était devenu. Tu sais, des fois, je ressens la lourde responsabilité envers eux. Tant de morts pour que nous soyons là. À tous les disparus, nous ferons de notre mieux pour que vous soyez fiers de nous. Je voudrais faire un parallèle avec l'aide sociale à l'enfance, notamment sur la partie de prise en charge, parce que c'est pas encore l'aide sociale à l'enfance, mais c'est sur le démarche et même sur l'entretien de prise en charge. Ouais. Donc, c'est ça, des fois, moi, je vois des choses qui me choquent, parce que, tu vois, pendant ces entretiens, beaucoup de jeunes ont été recalés, justement, parce qu'ils disent que ils ont travaillé à Libye, ils ont travaillé à Algérie et tout. Oui. Parce qu'ils disent que un enfant, 15 ans, un jeune de, je sais pas, ils peuvent pas travailler, donc à cause de ça, enfin, ça marche pas pour Ouais. eux. C'est Ouais. pas logique pour eux. Ouais. Mais du coup, moi, je me dis un peu, ils sont pas vraiment dans la réalité. C'est comment ils pensent pas que on n'est pas en France, ou même le fait que si on revient sur le parcours, enfin, c'est le parcours que tu viens de décrire, notamment t'as rien à manger. En fait, c'est logique, c'est la seule option que tu as. Donc, c'est pas parce que tu choisis de travailler à 15 ans, non, tu ne le Ouais. choisis pas. Là, c'est juste pour mentionner quand même qu'il y a un petit décalage au niveau de la réalité et de ce que, bah, on attend, on va dire quelque part. Ouais, en fait, c'est l'âge, c'est la protection de l'enfant en France, c'est comme ça. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, moi, on m'avait dit en Italie, arrivé déjà en Italie, et j'étais mineur, ils m'ont pris directement, ils m'ont amené dans un centre d'accueil mineur. Donc, j'ai commencé les cours sans poser des questions, rien du tout. Donc, en 3 mois, 4 mois, j'ai commencé déjà à parler italien très bien. Mm, Donc, en 6 mois, j'avais déjà changé mon école d'intégration, j'avais intégré déjà une école où il y a que des Italiens. oui. Donc, mais à chaque fois, les gens, je voyais des gens des camps où j'étais dans le centre, ils venaient en France, tout le monde venait en France. À un moment, je posais des questions, mais pourquoi tout le monde part en France? Il me dit, bah, parce que je viens d'Afrique de l'Ouest, c'est pas comme si j'aime pas l'Italie, mais là-bas, c'est la France et notre administration en Afrique, c'est français. Mm, Donc, si tu penses pouvoir rentrer chez toi un jour, vaut mieux que tu pars en France, tu vas apprendre à aller à l'école et quand tu rentres, tu pourras travailler. mm.
Ah, ils ont mis ça dans ma tête et d'après aussi, j'ai décidé de venir en France. Là, on va aborder la partie ton intégration. D'accord. Donc, quand je suis arrivé en France, on me dit quand tu pars, tu es mineur, tu seras pris en charge directement. Quand j'y arrive, tout allait bien en fait. Je ne pensais pas me rencontrer des difficultés que j'ai en France en fait. On est parti directement dans un centre d'accueil à Créteil, protection des mineurs à Créteil là. Ils m'ont donné un ticket d'aller dans un restaurant, pardon, autant pour moi, dans un genre hôtel. Il s'appelait Hôtel Barou. Il est à Créteil, cet hôtel. Donc, à côté de l'église de Créteil et dans le bus TVM qui vient là-bas. Donc, je suis parti là-bas 2 jours, ils m'ont convoqué pour un entretien. L'entretien, ils m'ont posé des questions d'où je viens, pourquoi je suis quitté, et quand je suis arrivé, et qu'est-ce que j'ai traversé avant d'arriver. Il faut savoir que j'ai répondu les questions qu'ils m'ont posées, toutes les questions. Mhm. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? On me donne un document qui s'appelle gisement incompétent. Ouais. J'ai dit, c'est quoi gisement incompétent? Donc, il faut prendre en compte que je ne parlais pas bien français et j'étais toute seule. Le gisement incompétent, on me dit, veut dire que, et il n'arrive pas à savoir si je suis mineur ou majeur. Et pourquoi? Parce que j'ai répondu toutes les questions qu'ils m'ont posées. Ok. J'ai dit, mais donc, il ne fallait pas que je réponde les questions que vous m'avez posées. Il fallait que je dise que je ne sais pas. Et pourtant, c'est mes vœux que vous m'avez demandé. C'est quelque chose que j'ai traversé il n'y a même pas un an. Bah, je sais très bien, je sais pur que ça. Ah, mais ça, On me dit, voilà, donc il ne non. croit pas si je suis mineur ou pas. Donc, je dois aller au tribunal de Créteil pour faire des recours. J'ai dit, OK. Bah, je suis parti au tribunal. On m'a donné une avocate hyper sympa qui s'appelle Vanessa Leclerc, qui me suit jusqu'à maintenant, je précise. Et, allez là-bas, j'ai déposé le document, tout ça. J'ai eu un entretien avec Madame la juge. Elle me dit, elle m'a donné encore un rendez-vous. Je me dis, est-ce qu'elle peut mettre à l'hôtel parce que je dors dehors? Elle me dit, non, impossible. L'avocate a demandé, elle a dit, non, impossible. Donc, sortir là-bas, je suis croisé avec un genre, un Africain. Je parlais avec lui, ce qui se passe, tout ça. Parce que l'endroit, en fait, est un peu connu. Donc, on me dit, je ne peux pas t'héberger, je ne peux pas t'aider, mais je connais dans un endroit. Avant d'aller là-bas, déjà, j'étais hébergé par une personne. Mais sauf que je ne voulais pas me retourner là-bas, en fait. Je ne voulais pas trop gêner. Mhm. Donc, j'ai décidé de dormir au dehors. Donc, lui, il me dit, sous le pont des Créteil, à côté de l'hôpital Arimondor, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui dorment là-bas. Donc, je suis parti là-bas, j'ai vu qu'ils ont des tentes partout. J'ai dit, crois-moi, j'étais content d'arriver là-bas, sous un pont, dormir au dehors. J'étais content de découvrir cet endroit. Je suis parti déjà me balader dans les rues à proximité jusqu'à ce que j'ai tombé sur des gars qui ont, je ne sais pas, des personnes qui ont jeté matelas au dehors, tout ça. Je suis parti, je l'ai mis là-bas et j'ai dormi là-bas, j'étais bien. J'ai dormi 7 mois là-bas. J'étais en train de faire des recours. À chaque 3 semaines, j'avais rendez-vous avec la juge. Qu'est-ce qui se passe après? Je viens avec mon avocate, elle me dit, il a un extrait de naissance, sauf qu'il n'y a pas sa photo. De un. De deux, on ne peut pas savoir est-ce qu'il est mineur ou pas. Parce que l'extrait de naissance, ça ne justifie rien. L'avocate dit, est-ce que madame le juge, est-ce que vous avez vu un extrait de naissance avec une photo? Elle dit, bah, elle ne sait pas en fait, elle s'en fout de ça. Mais elle ne croit pas sur l'extrait de naissance, il m'appartient. Donc, Ok. pour prouver que l'extrait de naissance m'appartient, elle nous demande d'aller à l'ambassade de Guinée pour faire Guinée. une carte consulaire. Et comment je vais aller là-bas? Ça demande de l'argent, ça demande des procédures. Et je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment faire les procédures. Et il y a l'avocate qui me dit, je ne peux pas t'accompagner, mais je peux t'orienter. C'est une association qui peut t'accompagner. J'ai dit, OK. Elle appelle une association qui s'appelle l'AIDI, qui était à Ouais. Paris, qui, je ne sais Ouais. pas, vers Stalingrad, etc. Tout ça. Je pars là-bas, je croise un jeune d'origine marocaine qui s'appelle Christian, qui est hyper sympa. Il prend tout son temps, il m'aide, il m'accompagne à l'ambassade, il paye la carte consulaire, il fait tout jusqu'à on a la carte consulaire. On reprend rendez-vous au tribunal avec la dame, on vient avec l'avocate, on donne l'extrait de naissance, la carte consulaire qu'il a demandé. Elle nous dit, elle regarde la carte consulaire comme ça, elle la prend comme ça. Elle dit, ce document n'est pas valable, directement. Et cette Ok. juge, elle s'appelle Madame Costa. Donc, elle dit, ce document, il n'est pas valable en France. Mais c'est elle qui avait On s'est demandé une dit, carte consulaire aussi. exactement, exactement.
Donc, ce qui se passe, on demande, madame, c'est vous qui nous a dit d'aller chercher ces documents. On est parti les chercher. Il y a mon nom, il y a mon âge, il y a ma photo et il y a mon extrait de naissance légalisé à l'ambassade de France, légalisé au ministère étranger de la Guinée. Oui. Et vous nous dites le document, il n'est pas important, il n'est pas valable en France. Elle nous a laissé ça nous donner des rendez-vous. Je suis parti, on est sorti et je pense qu'on pourra rien faire en fait. Donc, je suis parti, en fait, j'ai abandonné en fait. J'ai abandonné, je suis parti jusqu'à, je suis tombé malade. Je suis tombé malade sur le pont, j'ai mal aux dents en fait. Donc, ça me fatiguait trop. Donc, il y a un jeune là-bas qui s'appelle Lamarana, sur le pont, qui me dit, je connais une association qui peut t'aider, t'amener à l'hôpital. J'ai dit, d'accord. Il appelle cette association, c'était Timi. Donc, Timi, il y avait une dame hyper sympa qui s'appelle SP. Espérance. Ouais. Exactement, qui s'appelle Espérance. J'ai appelé Espérance. Donc, il y avait beaucoup de femmes parisiennes qui hébergeaient des jeunes, etc. Donc, est-ce que c'était SP même? Bon, à peu près, c'est en gros, pas forcément Espérance, je pense, mais en tout cas, c'était leur groupe, leur clan, leur association. Les quoi. C'est ça. Donc, je l'appelle, il me dit, OK, on me donne un rendez-vous à l'hôpital. Du coup, un rendez-vous dans un hôpital, on m'envoie l'adresse. Donc, il me dit, je dois me rendre là-bas à 10h00. J'attends juste à la sortie du métro. Je dis, d'accord, j'ai oublié l'endroit où j'étais parti. Donc, je suis parti là-bas, 10h00, je suis arrivé à 9h30. Donc, j'attendais, 9h00, je vois un monsieur qui sort, il me dit, il me salue, il me dit, c'est chaud, je dis oui. Il me dit, ouais, c'est bien, c'est la première fois que je donne quelqu'un rendez-vous, il arrive avant moi, ou j'attends pas 10 minutes, 20 minutes avant qu'il arrive. C'est bien, je dis, ok. On est parti, on a fait le traitement, tout ça. En partant, je lui ai dit, monsieur, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné, tout ça. Je sais pas pourquoi il était choqué de m'entendre dire ça. Il me dit, bah, tu viens d'où? Je dis, bah, Conakry, la Guinée. Après, il me dit, tu dors où? Après, je lui ai parlé de ma situation. Il me dit, lui, il héberge déjà quelqu'un, c'est lui. Sinon, voilà, l'association, le travail, c'est d'héberger. Il héberge déjà des gens, c'est lui. Donc, il ne peut pas m'héberger. Je dis, d'accord. Qu'est-ce qui se passe après? Il me dit, je vais parler de l'association de toi pour qu'on puisse t'héberger quand il y aura une place libre à quelque part. J'ai dit, d'accord, merci beaucoup, je suis reparti. Juste une semaine après, on m'appelle au téléphone. Allô, c'est ça? J'ai dit oui. Il me dit, c'est Association Timi, on t'a trouvé une place. J'ai dit, ok. J'étais avec un ami qui s'appelle Bouba. On s'était déjà connus, on s'est sympathisé vite fait, on dormait là-bas ensemble. Et il me dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, j'ai pas envie d'aller, en fait, je suis avec quelqu'un, donc je veux que lui, il part à ma place. Et les dames que je ne sais pas c'est quelle dame, en fait, qui est au téléphone, mais elle me dit, mais on te dit, on t'appelle à toi, on te dit qu'on t'a trouvé une place, et toi, tu veux envoyer quelqu'un à ta place? J'ai dit oui. Elle me dit, je te rappelle. Je dis, OK. Après, elle me rappelle, elle me dit, on a juste une seule place. Donc, on peut prendre que toi. On ne peut pas prendre ton ami, on ne le connaît pas. On peut prendre que toi. J'ai dit, ah, je ne vais pas y aller. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, juste, je n'ai pas envie d'aller. Elle me dit, OK, raccroche. 3 heures après, elle me rappelle, on vous a trouvé des places à 2. Tu peux venir maintenant? J'ai dit oui. Elle me dit, OK. Elle nous envoie une adresse, elle nous dit le métro qu'il faut prendre et on part. Et quand on est parti, depuis que j'ai connu cette association, et je me suis dit que je me croyais être gentil et je croyais des Guinéens ou être gentil, tout ça en fait. Mais il faut savoir que où on est parti, c'est une dame qui a laissé ses clés à cette association pour qu'elle héberge des personnes sans abri, c'est elle. Et jusqu'à son retour de vacances. On est parti là-bas, on a resté 2 jours, elle est revenue. On est parti dans une autre adresse pour 3 jours, pour une semaine, jusqu'à on a été séparés. Et c'est comme ça, les gens ont donné leurs clés de maison, comme ça, on dormait là-bas. J'étais impressionné. J'ai dit, je ne savais pas que ça, les gens peuvent faire ça. En sachant qu'il y a des Guinéens ici qui ont des maisons fermées, et jamais ils n'hébergent même pas quelqu'un pour dire reste avec nous. Et ça, c'est vrai parce que c'est vrai que moi aussi, j'en ai bénéficié. D'ailleurs, moi, j'ai eu quand même la chance de, pendant ces 2 semaines, enfin 2 jours, 3 jours, 4 jours par-ci, j'ai dû rencontrer du coup ma famille, moi qui Ouais, m'a du coup tout donné pendant plus de 4 ans. tu vois? Donc oui, je vois un peu de ce que tu parles. C'est Ouais, vraiment, c'est pourquoi c'est un peu compliqué de, tu vois, dans la généralisation c'est ça. de dire que
c'est pas parce que l'institution est un peu, tu vois, bancale que tout de suite c'est tout le monde qui est mauvais, non? Ouais, Il y a des gens. Sinon, de toute façon, je pense que s'il y avait pas ces gens-là, on n'aurait exactement. pas en train de parler aujourd'hui. Je pense que ouais. Mais oui, justement, c'est quelque chose aussi, d'ailleurs, que j'ai vécu aussi. Moi aussi, j'ai tourné un peu, même là où on est, là, dans ce quartier, je pense que j'ai resté quelques jours ici. Ouais, D'ailleurs, je suis toujours en contact avec c'est ça. certaines de ces familles-là. Mais oui, oui, justement, je vois un peu ce que tu dis, oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Un jour, on me dit, et so, on t'a trouvé un endroit où tu peux rester plus d'une semaine parce que tu t'es baladé un peu partout à Paris. Mm. J'ai dit, d'accord, bah, merci beaucoup. On me donne rendez-vous d'aller à Montreuil sur la ligne 9, mairie de Montreuil, et je vais trouver quelqu'un là-bas, et quelqu'un va m'appeler, je vais me croiser quelqu'un là-bas. Donc, je pars là-bas, je tombe sur le monsieur qui m'avait accompagné à l'hôpital. OK. Il me voit, il me dit, ah, c'est So. J'ai dit, oui. Il me dit, bah, là, tu vas venir chez moi. Et c'était qui? C'était Guy Fauvel, qui est devenu mon père aujourd'hui, Ah, depuis en ce d'accord, temps-là. oui, oui. OK. Il me OK. dit, bah, bienvenue, on va aller chez moi. Donc, il habitait à Rony-Souba. Donc, on a pris un bus, on est parti chez lui. Donc, j'ai trouvé deux personnes chez lui. Et où j'étais choqué, en plus, c'est lui. J'ai trouvé deux jeunes Guinéens. C'est lui, il héberge deux jeunes Guinéens. Il a un studio. Donc, le studio en France, c'est pas dire que voilà, c'est un chambre et salon. Mm. C'est juste, c'est la chambre. Oui. C'est la chambre, c'est Mm. les toilettes, c'est les toilettes et parfois la cuisine qui est à côté. Sauf que lui, et voilà, il y avait la grande chambre et le grand lit au milieu. Donc, il y avait les toilettes également à côté et la cuisine à côté. Donc, ça, c'était un bénéfice pour lui. Donc, je suis rentré, j'ai posé mes affaires, tout ça. Donc, j'ai trouvé deux jeunes Guinéens, on s'est salués vite fait. Et donc, je suis censé d'être là. Donc, j'ai pensé que la maison est grande, mais j'ai remarqué, j'ai pas vu un autre endroit où je peux être. OK, il y a que Tu le vois, il studio, y a quoi. que, C'est-à-dire, voilà. J'ai demandé le le studio. monsieur, j'ai dit, comment ça se fait? Il me dit, voilà, lui, il s'appelle ça, et lui, il s'appelle ça. Donc, vous allez être là à 3, mais lui, il va bientôt partir. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais vous dormez où? Ouais. Il me dit, non, tu me dis pas vous, tu me vois pas. J'ai dit, je vais essayer, mais pour un début, je vais pas arriver à vous tutoyer. Donc, je vais vous voyez pour l'instant. Et Ouais. vous dormez? Il me C'est dit, le non, problème, viens, c'est viens. le problème que j'ai avec ma mère. C'est ça. Elle veut que je la tutoie, mais je peux pas parce C'est que ça. c'est comme ma mère, du coup, je peux pas tutoyer ma mère, du coup, Moi, j'ai réussi à les tutoyer donc maintenant. je peux pas. Pour l'instant, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il m'amène dans la cuisine. Il a un matelas d'une place. Il y a son ordinateur, il y a ses affaires, tout ça, dans la cuisine. Donc, il me dit, moi, je dors ici. Il dit, dans cette cuisine-là? Il me dit oui. Je dis, d'accord. Il me dit, voilà le matelas, quand il fait nuit, donc je vais poser mon matelas ici, je vais dormir ici, il y a mon ordinateur ici, je travaille ici. Je suis hyper bien ici. Je lui ai dit juste, d'accord, merci. Je suis sorti dans la cuisine, j'ai pris mon sac, je suis sorti. Il me dit, mais So, tu fais quoi? Je dis, je ne peux pas rester ici. Il me dit, mais pourquoi tu ne peux pas rester ici? J'ai dit, parce que je ne peux pas rester chez toi, où tu payes, tu es propriétaire ou pas, je ne sais pas. Mais où tu payes, je dors dans ton lit, toi tu dors dans la cuisine. Moi, je ne peux pas accepter ça. Il me dit, mais So, hey, ça fait longtemps qu'ils sont là, pourquoi ils n'ont pas pensé comme ça? Pourquoi toi tu vois les choses comme ça? J'ai dit, hey, moi c'est moi. Je vais vraiment accepter ta gentillesse, tout ça. Mais là, pour moi, je trouve que c'est trop. Je serais très, très gêné de dormir chez toi. Toi, tu t'enfermes dans la cuisine. Mm. C'est un peu difficile pour moi de faire ça. Du coup, je vais aller. Je connais bien d'où je viens sur le pont des Crêtes. Il me dit, non, non, tu n'iras pas là-bas. C'est impossible. J'ai dit, bah, appelle l'association qu'on m'amène à quelque part. Il me dit, non, je ne vais pas appeler. Il me dit, tu vas rester ici. On a parlé pendant 30, 40 minutes. On est en train de discuter pour que je pose mon sac. OK. Jusqu'à il a réussi à me convaincre pour me dire que où je suis très bien là-bas. Il faut savoir que quand tu pars là, je vais appeler l'association, ils vont m'envoyer une autre personne. Donc, c'est juste temporaire, c'est un temps. Donc, ça, si j'ai un appartement là-bas qui n'est pas libre pour l'instant, il sera bientôt libre. Donc, en ce temps, tu vas pouvoir partir là-bas. Dans tous les cas, tu es là pour une semaine. OK. Donc, il a réussi à me donner tous les arguments jusqu'à ce que je dis d'accord, c'est pas de souci. Qu'est-ce qui se passe après? Je pose mes affaires. Et les deux personnes qui étaient là, c'était Sadou et Lamarana, en fait. Ah, des gens que je connais. Des gens OK. qu'on connaît, tout ça. OK. Tu vois? Donc, je reste avec eux.
Jusqu'à Sadou, il est parti, c'est Sylvain. Ouais. Ça restait moi et la Marana. Donc, on a resté là-bas pendant longtemps et le monsieur, il me demande qu'est-ce que je veux. Je lui dis, je vais aller à l'école. J'étais censé d'être avec lui une semaine. Donc, chaque semaine, il prolonge. Chaque semaine, Ok. il prolonge. Donc, jusqu'à, il a réussi à m'amener Cazenave. J'ai commencé l'école. Après, il me dit, So, tu vas rester chez moi définitivement. Et Sadou, il était parti. J'ai resté que l'autre, il était parti. Donc, ça restait que moi et lui. Mhm. Il me dit, toi, tu vas rester ici définitivement. Jusqu'à tu trouves ta situation. J'ai dit, Ok. d'accord. Donc, j'ai resté. Je me suis sympathisé avec lui. On est devenus très, très proches. Et il m'a inscrit à l'école IP2A. Après, j'ai commencé mon CAP en soudronnerie à Aristide de Briand à Bloménil. Et j'ai resté lui pendant 2 ans, je pense. Et après, partout où je pars, j'ai remarqué que j'étais bloqué par rapport à l'ASE pour les papiers. Je ne pourrais pas les avoir. Mhm. Parce que partout où je pars, on me dit, votre dossier, il est au tribunal. Il faut qu'il faut repartir là-bas. Donc, Ok. un jour, je suis reparti au tribunal et je ne trouve pas Madame Costa. Je suis parti toute seule sans mon avocate, en fait. J'ai dit, je voulais, genre, retravailler sur mon dossier, tout ça. Donc, je n'ai pas trouvé Madame Costa. Elle a été remplacée par un monsieur. Il n'y a pas un monsieur. Arrivé là-bas, le monsieur me dit, monsieur, je ne vous connais pas. J'ai dit, moi, j'ai été dans ce bureau plusieurs fois ces dernières années. Il me dit, d'accord, moi, je ne vous connais pas. Attendez, je vais chercher vos dossiers. Il a cherché le dossier partout, il n'a pas trouvé. Il me dit, monsieur, je n'ai pas votre dossier, il n'y a rien ici de vous. Votre seul sens, c'est d'aller accepter, si vous voulez, des tests OCO. Test OSE, ouais. Tests Test OSO. OSE, enfin, c'est un système Exactement. pour mesurer les os des hommes, pour Mesurer les comprendre, os, regarder la bouche, tout ça, les voilà, dents. pour Donc, identifier son âge, on va dire. exactement. Donc, il me dit, si vous acceptez ça, on va vous donner rendez-vous à l'hôpital, vous allez aller avec une éducatrice ou éducateur, on attend les résultats. Si ça confirme que vous êtes mineur, on va vous prendre. C'est votre dernier recours. Je ne peux rien faire que ça. C'est soit vous acceptez, vous refusez. Je ne fais pas le choix. Je dis j'accepte. J'ai pris un rendez-vous à l'hôpital à Créteil, Créteil intercommunal. Donc, je suis parti, on a fait le test et on est revenu une semaine après. J'étais à Bruxelles. Mon avocate m'a envoyé un message soi-disant les résultats sont sortis, que tu as 17 ans et demi. Ok. Et en ce temps, j'avais 17 ans et demi. Et crois-moi que les machines, quand elle m'a envoyé le message, j'ai directement dit que j'ai dit toutes les administrations françaises doivent être remplacées par des machines. Ouais, ça sent que quand même, il faut revenir sur la réalité, c'est que ces tests, ils sont pas du tout fiables, hein. Peut-être Ouais. toi, tu as eu la chance que ça Non, c'est ce tombé que j'ai dit. C'est ce que au je dis. bon J'ai truc. de la chance. Mais Mais ouais, c'est des parce que machines, enfin, c'est un système déjà qui est très ancien et en plus, bah, voilà, il te donne pas normalement une tranche, il te donne une tranche, c'est-à-dire, c'est je sais ça, pas, soit 18, 24, machin truc, tu exactement. vois, mais ouais, On te dit si ça te donne 18 ans, tu peux avoir 20 ans ou 19 Ex- ou 17 ans. Tu exactement. vois, Donc, tu as un an plus ou moins. Et moi, les machines envoient les résultats directs. tac, tac. Tac, tac, 17 ans et demi. Je suis revenu, ils nous ont donné rendez-vous. Ils m'ont mis directement avec l'AG à l'hôtel. À l'hôtel, j'ai resté là-bas. Et après, j'ai déménagé là-bas. Vu qu'ils étaient déjà, moi, à l'école. J'étais déjà à l'école, j'avais déjà commencé mon CAP. Hmm, Donc, j'ai resté là-bas jusqu'à me transférer dans une association qui s'appelle AIVM. Donc, il m'a hébergé dans un hôtel à Joinville-le-Pont. hmm. Donc, j'ai continué mes cours. Et entre-temps, un jour, il y a Delphine, Delphine de Paris d'Exil, qui m'a envoyé un message. Salut, Saifulay, j'ai connu une personne intéressante qui voudrait te rencontrer. J'ai dit d'accord, elle m'a envoyé un message parce que voilà, elle connaissait bien comment voilà, je vois les choses, je réfléchis tout ça. J'ai pas mal fait des choses avec elle. Et cette dame, elle me donne un rendez-vous, je passe, je trouve que c'est Adina Chouchou. On a vu un peu comment ça s'est passé l'intégration. C'était Ouais, très, très, très chaotique. Donc, très, très chaotique, ouais. Très, c'est quand on part, on a l'espoir que quand on arrive là où on veut y aller, c'est que ça, voilà, notre vie va changer comme ça d'un coup. ouais, j'ai oublié juste de préciser une chose. Mm. Pendant que je dormais au dehors, Oui. sur le pont à Créteil, il faut savoir que chaque jour, je faisais Créteil à Gare de l'Est ou Créteil.
République pour manger, c'est le Resto du Caire. D'accord. Voilà. Donc, au Resto du Caire, ils étaient 2 jours à République, 2 jours à Gare de l'Est. Ok. Vous avez leur planning ici. Mm. Donc, on mangeait avec des fous, avec des personnes qui ont fait des caca sous les pantalons, avec c'est, tu ne peux pas imaginer les choses. Mm. Mais c'est comme ça que je vécu pendant 7 ans. Pendant 7 mois, autant pour moi. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça que je disais. Donc, le fait que nous qui, en tout cas, on va dire c'est nous, hein, nous qui venons, tu vois, comme tu as raconté, notamment sur ton parcours tu vois, entre du coup Conakry et l'Italie et tout, c'est que, en tout cas, moi, de mon côté, parce que j'ai fait un parcours similaire, hein, Ouais. c'est pas un secret. Donc, moi, ce qui m'avait permis de tenir, en tout cas, ce parcours-là, c'est le fait que c'est de me dire que, de toute façon, si j'arrive là où je vais, allez, c'est bon, c'est réglé. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivé, c'est quand même un truc un peu plus, très, enfin, un choc très violent de fait que ça n'avait rien à voir à ce que je pensais, moi. Ouais. Tu vois. Moi, quand je suis arrivé, parce que moi, mon objectif, ça a toujours été aller à l'école. Donc, c'était toujours ça. Donc, moi, j'arrive en France, pour moi, c'est normal, j'arrive, voilà, allez, j'ai 16 ans, j'arrive, j'ai tout de suite commencé l'école, et puis voilà. Mais quand on arrive et qu'on subit toutes ces violences uniquement pour être pris en charge et aller à l'école, c'est dur, même très, très dur. Que, bah, toi, plutôt dans ton parcours, il y a eu c'est monsieur Fauvet Oui. qui a quand même, voilà, qui a aidé un peu avec Timmy aussi, enfin, les Ouais. rencontres qui t'ont permis quand même à, voilà, à t'en sortir malgré que, bah, malgré les difficultés, ils t'ont hébergé, ils t'ont proposé des trucs, tu as réussi à aller à l'école, mais grâce à tout ça, parce que imagine que l'école, c'est arrivé après, non, ta prise en charge est arrivée après l'école. Ouais, Tu après avais, l'école. déjà l'école avant J'étais d'être déjà à prise en l'école, charge. ouais. J'étais déjà à Ok. l'école, ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'une sorte de culpabilité, notamment tu voulais pas aller habiter chez Monsieur Fauvet parce que lui, enfin, tu vois, ce système-là, Ouais, ouais, je tu comprends, ouais. culpabilisais de Ouais, ouais. dormir sur son lit et lui, il dormait. Voilà, c'est des choses que moi, personnellement aussi, j'ai vécu. Du coup, j'ai vécu dans une famille pendant 4 ans. Tu imagines bien que bah, Ouais, c'est des types de choses que j'ai vécues. ouais. Notamment, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une partie qu'ils identifient, notamment dans ce qui se dit dans les médias, notamment qui nous poussent, nous, à culpabiliser encore plus, notamment pour se dire peut-être qu'on en fait trop, peut-être je les prive de ça et tout. Moi, par exemple, j'ai un exemple qui est frappant, c'est que bah, tu vois, la famille qui m'a hébergé, euh, il parle allemand et français. D'accord. Donc, on va dire, pour limiter ma présence, j'ai pas appris l'allemand. Parce que je me disais dans ma tête, je Ouais, vais laisser de l'intimité, tu vois. ouais, je C'est-à-dire, comprends. ils peuvent parler l'allemand. S'ils veulent parler entre eux, tu vois, ils peuvent Ouais, parler allemand comme ça, tu vois. ouais, ouais, Tu vois, je me ouais, retiens, je suis dans les angles morts et tout pour ne pas prendre trop de place là. je comprends. Donc, moi, tout ça, moi, je vois ça, je pense que c'est des faits que je regarde souvent, tu vois, les médias et tout, je suis ça. Donc, je pense que c'est des trucs qui m'ont poussé à encore davantage tu vois, m'éloigner un peu. Et pourtant, cette famille a choisi de m'accepter et m'a tout donné. Ah, il y a quand même une question, en fait. Pourquoi, selon toi, c'est important que nous prenions la parole face aux médias et politiques qui nous collent sur le dos tout ce qui ne va pas en France? Donc, toi, comment tu vois ça? Qu'est-ce que ça te évoque, ce problème politique, médiatique sur, en tout cas, le rapport par rapport aux immigrés, par exemple? Ouais, en fait, moi, je vois cette chose sur des angles. C'est-à-dire, c'est arrivé ici, donc j'ai pu comprendre, il faut toujours faire une différence. C'est-à-dire, quand on est en train de parler d'un pays, donc, ce qui veut dire, on parle du gouvernement de ce pays. Après ce gouvernement, il y a le peuple. Tu comprends? Mm. Donc, quand on était en Guinée, il y a personne qui parle de venir en France. Toute la jeunesse guinéenne, on va dire. Quand on vient, il y a tout le monde qui dit, moi je vais en Allemagne, je vais en Belgique, je vais en Norvège. Il n'y a personne qui va dire qu'il y a une destination la France. C'est après arriver dans le continent européen
et tu te rends compte où tu peux vivre, où Mmh. tu peux avoir quelque chose, en fait. C'est-à-dire, tu vas voir que moi perso, quand je suis arrivé, j'ai été refusé plusieurs fois par l'État français, mais ils étaient acceptés par la population française, par le peuple français. Mmh. Est-ce que tu comprends? Ouais. Maintenant, le problème, où il est le problème, c'est quand tu vas prendre, euh, moi, on va dire un soudeur, qui va me demander de parler des médicaments et des médecins, de te parler de quelque chose dont je ne connais pas. Si tu me donnes un malade, tu me dis il faut le soigner, je ne peux pas le soigner. Mmh. On est d'accord. Ouais. Mais si tu me donnes des ferrailles à couper, sur mesure, je peux le faire, Oui. parce que c'est mon domaine. Et si tu prends un médecin, tu lui donnes un ferraille à couper sur mesure, il ne va pas le faire, parce que ce n'est pas ce qu'il a appris. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut voir que, normalement, en tant qu'une personne réfléchie, intelligente, tu vois que les médias, ils invitent toujours des personnes ciblées. Mmh. Ce qui veut dire qu'ils n'invitent jamais des personnes, comment dire, des personnes concernées. C'est rare. Oui. C'est rare. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, normalement, quand tu es en train d'appeler des personnes pour parler aux médias pour l'immigration, ils appellent des personnes concernées. Mmh. Si tu appelles une personne qui n'a jamais fait l'immigration de sa vie, de quelque chose qu'il a appris sur le net, sur Internet, sur ChatGPT aujourd'hui ou autre chose, il lit là-bas des informations, il dit ça à la télé, mais ce n'est pas une réalité. Ouais. Ce n'est jamais la Ça. réalité. Parce que OK. tu ne peux pas dire quelqu'un de te parler de son parcours de l'Afrique, de l'Europe, et ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre à une heure. Donc, tu vas aller parler pour 30 minutes, tu vas parler pour tout un peuple, on va dire entre guillemets, parce que si tu calcules des personnes qui sont en train de faire l'immigration, que ce soit de l'Asie, Afrique, Mmh. Amérique latine, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Donc, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, en France, à chaque parti qui veut cartonner, il est obligé de parler des choses pour qu'il puisse être connu en France ou cartonner. L'immigration musulmane, OK. c'est leur point fort. Dès que tu parles de ça, tu insultes ces gens-là. En France, tu vas cartonner et tu seras connu immédiatement. Donc, ce n'est pas forcément dire que parfois, ce qu'on voit toujours à la télé, ce n'est pas une réalité. Donc, j'ai fait pas mal de médias ici et je sais comment ça se passe. Mmh. Et on sait comment ça se passe, comment ils préparent tout ça. Donc, sinon, des personnes qui peuvent être invitées pour parler de l'immigration, c'est censé être des personnes qui ont fait l'immigration. Mmh. Donc, mais inviter une personne qui n'a jamais connu l'immigration, de parler de l'immigration, de dire ce qu'il pense, parce que dans tous les cas, il vient nous dire leurs ressentis, Ouais. leurs pensées, leurs analyses à eux. Donc, c'est une analyse personnelle. Ce n'est pas une analyse qui est basée sur une réalité. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, si tu vois, exemple, à chaque fois quand on parle de l'immigration, on parle des côtés négatifs. Il n'y a Mmh. jamais de côté Ouais, positif. justement. Si tu comprends. Donc, ce qui est important, c'est de dire, et à chaque personne de jeunes qui vient en France, c'est des personnes qui ont appris quelque chose chez eux et ils ont apporté quelque chose pour la France. Mmh. Donc, ce n'est pas une partie gagnante. Pour moi, c'est les deux parties gagnantes. Et il faut savoir que les personnes qui viennent, c'est rare qu'ils rentrent chez eux. Donc, ce qui Mmh. veut dire que ces personnes-là, ils vont cotiser toute leur vie et pour la France. Mmh. C'est-à-dire, moi, personnellement, quand je suis arrivé en France, c'était déjà opérationnel. J'avais déjà travaillé. Je sais travailler déjà. Même en étant enfant, j'avais déjà appris au travail. Donc, quand je suis venu à l'école, quand j'ai commencé à faire mon CAP, où j'étais censé de faire 2 ans, j'ai trouvé des Français. Ma classe, j'étais le seul qui n'avait pas qui venaient de l'Afrique. Il y avait des Africains, mais c'était des personnes qui sont nées ici, c'était des Ouais. Français. Oh, c'était français, Au quoi. lieu de 2 ans, j'ai eu mon diplôme en 1 an. Mmh. Pourquoi? Parce que je connaissais déjà le travail. Donc, quand on venait de faire le pratique, les profs me laissaient avec les étudiants, les élèves. Donc, c'est moi qui leur faisais le pratique, Mmh. qu'ils venaient apprendre. Donc, depuis que j'ai commencé à travailler, et tout ce qui est bénéficiaire, et que ce soit le RSA, que ce soit le chômage, que ça, à ce genre de choses, je ne me suis jamais inscrit et je ne me suis jamais inscrit. Mmh. Et je paye toujours mes impôts et les factures, les courants, ou tout, 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 tout. Et Ouais, sans c'est avoir des problèmes. Donc, c'est des contributions quand tu regardes ma fiche de paye. Ma fiche de paye, c'est que mon patron, il paye pour moi. C'est à peu près 4 000 € et quelques. Mais c'est combien qui va tomber sur mon compte à pas moi? grand-chose. C'est pas une grande chose. Non, mais c'est ça, c'est justement parce Mais qu'en fait, c'est souvent c'est ce qu'on voit dans notamment, surtout sur les politiques et sur les médias parce que c'est voilà, c'est 2 entités, j'imagine, qui marchent, assez ensemble.
c'est que on dit toujours que on sort toujours le côté négatif de la chose. C'est ça. Voilà, c'est toujours c'est l'immigration qui fait que et si nous, on ne prend pas la parole aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est pourquoi j'ai créé d'ailleurs cette plateforme pour nous permettre de parler de ces thématiques-là, c'est que au final, si on reste bouche bée et nous ne disons rien, on va finir tout le monde va finir par le croire, ça, c'est-à-dire le peuple, ça va aller toucher, Par nous tomber dessus. ouais, et puis ça va toucher Ouais. le peuple qu'on vient de dire que c'est le peuple, il est C'est des extraordinaire. bonnes personnes. Moi, depuis que je suis là, l'argent que je perçois, c'est l'argent que j'ai travaillé, par exemple. Toi aussi, tu viens de me dire pareil. Aujourd'hui, quand tu pars aujourd'hui, c'est RSA, c'est le Pôle emploi, tu vas jamais, je ne peux pas dire qu'en fait, tu vas jamais trouver un immigrant là-bas. Mais toutes les personnes que tu vas trouver là-bas, même si c'est des personnes venues d'ailleurs, mais c'est des personnes déjà françaises. Mm. Et je peux te dire pourquoi. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce qu'aujourd'hui, quand un immigrant vient là, il a des titres de séjour, c'est que s'il ne travaille pas, il a le RSA, il a le chômage. Et tout ce qui suit, je ne connais pas trop la CAF. Mm. Ce titre de séjour est fini, on donne un an, il ne peut pas les renouveler. Parce Ouais. que quand tu pars, il faut donner des fiches de paye. Mm. Ce qui prouve que tout ce qui est en train de toucher cet avantage-là, ce sont des Français. Ce n'est pas des immigrants. Les immigrants, on est là, on essaie de survivre, on essaie de travailler, et pour que notre document il reste valable. Ton titre de séjour, si tu n'as pas de fiches de paie, tu pars à la préfecture, ne le renouvelle pas. Mm. Donc ça, c'est une preuve qu'on ne dit jamais à la télé. On ne dit Exactement. jamais. Tu as un problème de papier, tu pars pour renouveler, on te demande des fiches de paie. Parfois, on te demande un an de fiches de paie, on te demande un contrat CDI, on te demande les 3 derniers mois de fiches de paie. Et si tu ne travailles pas, et il n'y a personne qui peut se permettre de perdre ses papiers, qu'il a réussi à obtenir difficilement. Mm. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc, mais tous ces genres de choses, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. C'est important quand même de ne pas rester juste sur le côté négatif de la chose. Toute chose a un côté négatif. C'est positif. Normalement, c'est la vie qui est ainsi faite. Donc, ouais, c'est important en tout cas, c'est important que nous les personnes concernées, puisque on n'est pas invité dans les médias, on n'est pas invité dans la politique. Je pense que c'est important que nous aussi, nous prenions les dispositions nécessaires pour, Ouais. en tout cas, montrer les faits. Parce que c'est important d'avoir des opinions pour que Ouais. les gens puissent voilà, pour que les gens puissent prendre leurs propres, on va dire, leurs propres décisions. Ouais. Donc, c'est leur propre avis et c'est avoir des opinions. Mais si nous, on reste sur ces thématiques-là, juste à écouter et à ne rien faire, je pense qu'on va finir par assumer cette responsabilité. Parce que si on dit rien, comme disait, je ne sais pas qui me disait ça souvent, c'est notamment quand j'étais petit, si quelqu'un te marche dessus, quand il met son pied sur le tien, si toi tu ne dis pas enlève, il ne va pas enlever parce que lui, quand il marche sur toi, c'est confortable pour lui. Ouais. Donc, c'est important nous aussi, on essaye Ouais, je suis d'accord. de sortir Dans cette lombre. dans cette ombre-là. Je partage cet avis. Tout à fait. Donc, on passe aux thématiques suivantes. On a un peu abordé ça précédemment. Des obstacles que tu as rencontrés, notamment qui t'a freiné sur certains trucs, mais vraiment de façon, tu vois, par exemple, voilà, discrimination, échec, des doutes. Enfin, est-ce que tu as rencontré quand même pendant, évidemment, des essais qu'il y en a eu plein, mais est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué notamment sur ces thématiques-là, même à l'école peut-être, ou dans la vie de tous les jours, et même, comme tu l'as dit avant, dans ton parcours d'intégration, par exemple, tu vois. Ouais, en fait, comme tu disais tout à l'heure, sur c'est cet regard des gens, et parfois, tu vas avoir des personnes qui ont censé de t'encourager, et c'est des personnes qui te démotivent de plus. Mm. En gros, c'est-à-dire, ce que je peux te dire ici qui m'a freiné pas mal, on va dire, c'est juste le problème de l'âge qui m'a pris beaucoup de temps pour reconnaître ma minorité à mon arrivée. Et après ça, à l'école, mais bon, il faut savoir qu'une personne qui a traversé tout ce que j'ai réussi à traverser à mon âge Mm. et jusqu'à où je suis, et c'est pas facile de me freiner en fait. C'est pas facile de me freiner. Parce que tout ce que tu essayes de me mettre
qui essaient de mettre en place pour me freiner, c'est comme si j'ai déjà traversé pur. Donc, il faut savoir qu'à 16 ans, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées devant moi, Mmh. que je vis devant moi, et une balle sur moi en personne, esclavage. Et quand tu arrives à traverser tout ça à ton jeune âge, Mmh. et où on est ici, on peut dire c'est confortable. Exemple, avec tout ce que tu as vécu, quelqu'un qui traite de Des un petit immigrants d'immigrant, musulmans tu vois, ça te passe sur la tête. ou des noirs, Ah, ça te fait c'est rigoler rien en du fait. tout, Ça te c'est fait banal, rigoler. quoi. Ça Je devient pense que banal. mon parcours m'a rendu en fait plus sage que j'étais avant. Mmh. Et de fait que j'ai toujours grandi toute seule, et le parcours que j'ai réussi à traverser, arriver où je suis aujourd'hui, je pense que je ne peux pas me permettre à réfléchir comme une personne qui n'a pas vécu tout ça, en Mmh. fait. Parce que ça, à chaque fois que quelque chose m'arrive, je me suis dit d'où je viens, et je sais où je vais, et je sais je suis dans quoi, et j'ai envie même de choisir des personnes dont je vais me côtoyer avec tous les jours, Mmh. au quotidien. Ça me rappelle un truc, c'est quand, par exemple, on est à l'école pour tous, c'est quand on dit, nous, alors on demande, est-ce que vous avez vécu du racisme? Et nous, on dit directement non. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Et pourtant, si tu, en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué récemment. Là, enfin, je suis allé, j'ai participé à un atelier de, fait un truc sur la discrimination au travail, quoi, qui est fait par Amnesty International. C'est vivre la vie d'une personne noire Ouais. dans sa quotidien, quoi, au travail. En fait, c'est des petits mots qu'on te dit en quotidien, comme ça, qui est toi, tellement que tu as vécu des trucs que tu ne prends pas Ça en te fait rien. considération. Mais moi, quand j'ai suivi ce truc-là, cette réalité virtuelle-là de cette personne-là, ça m'a, Et tu as compris que tu as vécu le racisme, tu mais tu ne vois, sais ça m'a pas. sorti En fait, des trucs que je n'avais jamais calculé ouais, dans la réalité, tu vois. c'est mieux, en fait, c'est mieux de ne pas les calculer, parce que si quelqu'un a envie de te faire quelque chose, un peu comme le racisme, et que tu lui fais savoir que tu ne les ressens pas, celui qui va avoir mal au retour, en fait. Mm. Tu vois? Donc, chez nous, on dit c'est deux personnes qui cassent un bras. Ouais. Une seule personne ne peut pas. Tu Mm, vois? mm, Donc, si quelqu'un vient te casser son bras et que tu ne montres pas de force, c'est celui qui va avoir mal au retour. mm. Donc, bah, écoute, c'est clair, hein, et du coup, bah, on va parler des bonnes choses maintenant. Partage-nous tes réussites, Saifullah. Et en fait, si on parle de réussite, en fait, c'est quelque chose que nous aimerions avoir beaucoup de choses à dire, parce que chaque personne aimerait vraiment réussir sa vie. Donc, Mm, c'est très, très important. Euh, En fait, moi, quand j'ai fini de faire mon CAP, et mes profs m'ont conseillé, dit que j'étais bon dans le métier. Ils m'ont conseillé directement d'aller chez les compagnies de devoir. Pour eux, c'est l'une des meilleurs formateurs de la France. Je suis parti là-bas, j'étais censé faire le tour de France, mais je n'ai pas fait le tour de France parce qu'entre de faire le tour de France, quelque chose qui allait me prendre 5 ans. 5 ans, mais un peu partout dans le monde. Donc, je n'ai mm, pas eu le temps de le faire, malheureusement. Et je finis mon CAP, j'ai fait mon bac en alternance dans une centre navale. Je travaille dans une centre navale, on faisait des bateaux, tout ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, pas tout ce qui est mécanique, je ne sais pas, mais voilà, tout ce qui est le reste des bateaux, tout ça, mm. c'est quelque chose que je me sens capable à faire beaucoup. Je ne dis pas tout, mais de faire beaucoup, quoi, parce que c'est des travail partagé. Ok. Après cette bac, j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise volante, Mm, voilà, dans le 94. Je travaille là-bas pendant un an. En fait, j'ai travaillé depuis que je suis là. J'étais toujours opérationnel et j'ai toujours travaillé. Je n'ai mm. jamais resté à la maison. Ouais. Donc, le travail ici, on sait comment ça se passe, tout ça. Ah, ben ça. Donc, par rapport entre ça et sur ce côté-là, donc avant de faire tout ça, il faut savoir que j'étais déjà un engagement sur l'associatif, Mhm. parce que je suis toujours une personne qui pense quand je traverse quelque chose qui est vraiment très, très difficile, s'il y a des choses à faire pour éviter ça, donc il faut le faire. Comme Ok. ça va faciliter les personnes qui vont venir après toi, ils vont trouver que la route, elle est balayée. Donc, ils Mm. peuvent passer tranquillement. C'est ça. Donc, c'est ce Donc, que je fais. ouais, donc pour faire le parallèle, c'est bien que tu en parles, mais ouais, c'est ça. On va, du coup, notamment sur les engagements, parce que après Exactement. tout, tu vas nous régaler avec, Ouais. mais on sait un peu.
On a un peu discuté, on sait ce que tu fais quotidiennement, notamment en plus de ton travail, Ouais, évidemment. ouais. Donc, parle-nous un peu de Les, ces c'est engagements. ça, les engagements. Il faut savoir que quand je suis arrivé en France et que j'étais censé d'avoir la protection des enfants, Mmh, que je l'ai pas eu, mmh, c'est parce qu'il y a certains engagements que la France a pris qui est dans la loi, on va dire, c'est la loi qui n'ont pas été respectées. mmh, Pourquoi? Parce qu'exemple, si on regarde un jeune mineur arrivé en France, il est censé d'avoir ce qu'on dit la présomption minorité mmh, avant l'évaluation. Est-ce mmh, que tu comprends? mmh, Un jeune mineur qui a le prise en charge jusqu'à 18 ans, il est censé d'avoir le contrat jeune majeur mmh, jusqu'à 21 ans. mmh, Donc, il y a des enfants qui arrivent en France, ils ne peuvent pas s'inscrire à l'école parce qu'ils n'ont pas responsable légal. mmh, Et il y a le lutte contre le racisme à l'école, mais ils ne sont pas adoptés aujourd'hui. Ça fait mmh, longtemps depuis qu'il a été mis en place. mmh, Donc, il y a ce qu'on dit la médiation scolaire qui n'a pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Il y a des parents aujourd'hui enfants qui ne parlent pas français. Donc, ils ont du mal à faire le lien de cet enfant-là et les parents de cet enfant-là avec l'école. mmh, Donc, il y a le racisme à l'école, donc il y a plein de problèmes. Donc, pour ça, on a décidé de créer une association, on a fait une réunion. mmh, Et c'est des personnes très différentes de moi, parce que c'est des personnes venues de Roumanie. mmh. C'est-à-dire, on se pose, on discute, on parle. Mes amis, je vois une grande partie de moi en eux. Ouais, Également, et ils voient une grande partie de eux en moi. Je dis, mais comment ça se fait? Moi, pour moi, vous êtes des blancs. Pour moi, un blanc n'a exactement. pas de problème. Ouais, Je les vois ici, ils sont blancs et je vois. Parce que nous, dès qu'en fait, nous, c'est nous, avant de quitter chez nous, on ne fait pas la différence entre un arabe, un français, un américain. Nous, mmh, ici, c'est blanc, c'est blanc. ouais, Tu es un blanc, tu es un c'est blanc. pas Donc, faux. j'en viens ici, on me dit, eh, ils ne sont pas blancs, ils seront. Et Oui, moi, c'est je les quoi la vois une couleur différence? blanche, je dis, mais attends, moi, je ne comprends pas là, je suis perdu là. C'est quoi la Comment vous différence? pouvez me dire que vous êtes victime du racisme et moi, je ne suis pas? Et moi, le noir. Donc, je Mmh, ne comprenais pas. mmh, Donc, mmh, pour lutter pour toutes ces problématiques-là, on a décidé de créer une association qui s'appelle École pour tous mmh, en 2018 et qui nous a permis de faire beaucoup de choses énormes. Si je devais dire tout ça ici, mmh, ça va être encore un grand débat, mais nous avons réussi à faire beaucoup de plaidoyers institutionnels ici au Sénat, au Parlement, également à l'Assemblée nationale mmh, avec des députés. On a réussi à avoir pas mal de trucs positifs au sein de cette association. mmh, Primo, il faut savoir que moi, je viens de Guinée-Conakry, comme je disais, et je suis orphelin et je n'ai jamais été à l'école. mmh. Et si tu remarques bien, et que la façon dont je suis en train de parler, et tu vois que j'ai fait pas mal de fautes. Oui, Mais bah, franchement, je ça, suis grandi avec. mmh, Ma première fois d'aller à l'école, et j'avais 17 ans. ouais, J'avais 17 ans quand j'ai mis mon pied à l'école. mmh, Et c'était pas pour apprendre français, c'était pour apprendre des métiers. exactement, en Le plus. métier que je connaissais déjà, on va dire, Mmh, mais c'était pour avoir une grande amélioration. oui. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux présenter brièvement l'association pour l'éducation des orphelins albinos en Guinée? En fait, déjà, l'idée vient d'où? Et moi, personnellement, je n'ai pas été à l'école ou quand j'étais censé d'aller à l'école. Mmh, Et chaque enfant doit aller à l'école. Et c'est très, très important d'aller à l'école. Et avant, on peut ne pas le comprendre. Mais le, comment 13, à partir du moment où nous sommes en France, on a eu la chance d'arriver ici, mmh, comme certains disent, qu'on a de la chance de venir ici, c'est là qu'on comprend de plus l'importance d'aller à l'école. ouais, Donc, moi, perso, je ne suis pas allé à l'école parce que ma famille d'accueil ne m'ont pas amené. Les enfants allaient à l'école. Mais moi, non, moi, je suis parti faire un métier. Parce que c'est ce qu'on m'a dit de faire. mmh, Est-ce que tu comprends? Donc, et c'est quand je suis arrivé en France, j'ai compris l'importance d'aller à l'école. Je me suis dit, et je pourrais dire qu'ils n'ont pas été gentils avec moi, en fait. mmh, Mais parfois, je me suis dit, c'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'importance d'aller à l'école. Est-ce que tu OK, comprends? Donc, vu que moi, je suis grandi comme ça, et aujourd'hui, je suis là devant vous, et j'étais encore plus devant des grandes caméras, plus que ça. mmh, Et je parle comme je parle. Et l'important, c'est que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. C'est pas de parler de bon français ou mauvais français, en fait. mmh, Donc, vu que je sais qu'en Guinée, je grandis avec les enfants orphelins et les albinos. mmh, C'était eux mes amis en Guinée. C'est avec eux que je suis dormi plusieurs fois au dehors.
Donc, partout où j'ai parti au travers la famille, parce que la famille, quand ils savent que tu n'as rien, c'est pas que tu n'es rien, mais c'est nous, quand tu n'as rien, c'est à peu près égal que tu es rien. Ouais, c'est un peu difficile de te Donc, mettre dans le truc, ouais. c'est ça, tu n'as aucune considération en fait. Si tu n'as rien et qu'il n'y a personne derrière toi, ta mère, c'est pas une personne, voilà, elle ne vit pas. Ton père, il ne vit pas. S'il vit, ah, c'est l'enfant de monsieur Ousmane, c'est l'enfant de monsieur Mamadou. Ah, ok, comment tu vas, fiston, ça va? Mais il n'y a plus ça. Mmh. La mienne était morte, je ne l'ai jamais connue. Donc, mon enfance a été vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une association, c'est-à-dire une association qui va permettre les enfants innocents d'accéder à l'école pour apprendre à lire, à écrire, pour grandir en tant qu'adulte, Mmh. pour ne pas pourrir leur vie. C'est pas forcément dire que celui qui ne part pas à l'école, il ne va pas réussir dans sa vie. Non, oui, c'est bien Ce n'est loin pas de ce que, là, ce n'est bien pas ce sûr, que j'ai envie de bien dire. Parce sûr. que quand on regarde chez nous, il y a beaucoup qui n'ont jamais été à l'école, mais ils sont milliardaires aujourd'hui. Mmh, Mais quand même tu pars, ça peut te faire éviter beaucoup de choses. mmh, Et la société guinéenne, ou on va dire mondiale, on a besoin de personnes instruites, des mmh, personnes qui savent lire et écrire, savoir comment le monde il fonctionne. Et sans pouvoir aller à l'école dans le monde où on vit aujourd'hui, mmh. c'est difficile à vivre. Oui, C'est difficile à vivre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association, pour que les enfants orphelins et albinos, on sait qu'on ne peut pas les amener tous. Donc, la Guinée, l'Afrique n'est pas comme la France pour dire que si tu es mineur, il faut obligatoirement aller à l'école jusqu'à ta majorité, ou bien jusqu'à 17 ans, ou jusqu'à 16 ans. mmh, Et il faut savoir qu'en Guinée, l'école, ce n'est pas obligatoire. Normalement, sur l'institution, c'est obligatoire. ouais, mais bon, Sauf que c'est pas, on sait, c'est dans la bouche. C'est pas, tu vas voir un enfant de 5 ans, il y a une assiette sur sa tête, il est en train d'aller vendre quelque chose au marché. J'en ai mmh, fait plusieurs fois bien au sûr, cité, bien sûr, j'ai vendu des cagnards plusieurs fois bien avec sûr, ma sœur. bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas respecté. Le travail, c'est ce qui est dit, voilà, il faut débrouiller-toi pour vivre. Donc, chacun fait son mieux pour vivre. Donc, pour moi, ma façon de dire que je vais pouvoir apporter quelque chose pour ces orphelins et les albinos, que je connais bien, que je partage la même histoire. Donc, pour ça, j'ai décidé de créer une association avec des collègues qui tu es déjà membre, que vous êtes déjà membre, Mmh, qui s'appelle Éducation pour l'avenir des orphelins et des albinos en Guinée mmh, en 2020. Certes, je ne peux pas aider tout le monde. On ne peut pas aider tous les enfants orphelins et albinos, mmh, mais au mais moins, on peut aider certains. mmh, Ce qui a fait que j'ai créé l'association, son but, c'est d'identifier des enfants orphelins et albinos qui n'ont pas l'accès à l'école, qui n'ont jamais été à l'école et mmh, qui n'ont pas du sens d'aller à l'école. mmh, Et nous, nous allons prendre cet enfant-là, nous allons le mettre à l'école. Nous allons faire un engagement avec leur famille d'accueil, comme j'ai été accueilli par une famille, et un engagement avec eux. Vous n'avez pas amené cet enfant-là à l'école. Ça peut être, c'est parce que vous n'avez pas le moyen, il n'y a pas de souci. Nous, on peut prendre un engagement de le mettre à l'école, on paye son année scolaire. Et s'il est malade, on l'amène à l'hôpital, on paye tout ce qui est sanitaire. Et nous allons lui faire des activités pour leur épanouissement, mmh, à condition que vous nous aidez quand il revient de l'école, il révise ses cours, il réussit à l'école. Si c'est OK pour eux, on prend l'enfant, on le met à l'école. On a mis une équipe civile sur place, un peu qui fonctionne comme l'AG. mmh, La différence, c'est que nous, on ne les héberge pas, on ne les nourrit pas. oui, Mais tout ce qui est frais scolaires et santé, épanouissement, c'est nous qui on s'en charge de tout. mmh, Donc, raison pour laquelle on a créé cette association en 2020, on a commencé par 5 enfants. mmh, En 2021, 20 d'autres enfants. En 2023, 15 autres enfants. Et aujourd'hui, 2025, nous sommes à 50 enfants à Conakry. Donc, ces enfants, bravo. on ne se base pas sur leurs ethnies pour les sélectionner. Mmh, À chaque sélection, on dit tous les ethnies de Guinée doivent être sur la liste. c'est important. Donc, des personnes qui sélectionnent, ils se basent sur ça, ils sélectionnent les enfants. Donc, tu vas retrouver tous les ethnies, raison pour laquelle on l'a mis à Conakry. Mmh, Parce que si on avait fait l'association Azéré-Corée, ça n'allait pas nous coûter beaucoup d'argent. mmh, Mais on allait mais avoir que des enfants forestiers. je suis d'accord. Si on avait fait à Cancan, ça n'allait pas nous coûter beaucoup d'argent, mais on allait prendre que des malinqués. Si on avait fait à Mamou, ça n'allait pas nous coûter beaucoup d'argent, mais on allait prendre que des peuls. Mmh, Mais à Conakry, tu es censé d'avoir tous les ethnies. oui, Et à Conakry, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas l'accès à l'école. Parce que tu vas trouver qu'une commune, on va dire commune de Ratoma, qui peut avoir 2 écoles publiques ou 3.
Et quand tu pars dans une classe, tu trouves plus de 400 personnes dans une classe. Qu'est-ce qu'on peut apprendre là-bas? C'est compliqué. Et sur ça, on te dit que tu ne payes pas, mais chaque jour, on te demande d'acheter des brossiers. Ouais. Et si tu reviens, la même chose. Et donc, nous, on identifie un enfant partout où on identifie un enfant qu'on lui prend en charge. On cherche l'école le plus proche de cette de sa domicile. On l'inscrit là-bas, même si c'est serre. D'accord. Il part à l'école. Donc, les choses que j'arrive à faire et que je suis fier, moi perso, c'est quand je sens que je suis en train d'aider. Et cette association, j'aimerais bien que c'est une association qui doit survivre. Et ces genres de choses doivent être soutenues. Oui, ça bien sûr. Donc, parce que si on regarde, on disait tout à l'heure que quand on est venu, on a été soutenu par la population française, pas par le gouvernement. Et par d'autres associations Par d'autres d'ailleurs. associations Parce que d'ailleurs. notamment, tu as Mais mentionné Timi et si tout on ce se qui va pose des avec. questions aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour la Guinée, à part critiquer le gouvernement? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, les 50 enfants, les cotisations, c'est 10 euros par personne. Est-ce que 10 euros peut amener un enfant à l'école? Non, bien sûr que pas. non. Mais du fait qu'on est unis, on est mobilisé, aujourd'hui, on est à 50 enfants à l'école. Mais c'est ça, justement, là, moi, il y a un truc quand même que je trouve très, très, très important, c'est le fait que tu es arrivé, tu as vécu ce que tu as vécu, tu t'es engagé dans un premier temps dans une association où tu es cofondateur pour déjà améliorer le système en France, notamment de permettre, évidemment, École pour tous, qui a pour but de permettre à tous les enfants en France d'aller à l'école. Déjà, tu as commencé par là. Et vu que tu as vu que ça, en tout cas, on va dire dans la mesure où on a réussi, du coup, j'en fais partie de cette association. Donc, cette partie-là, en tout cas, on a réussi à avoir beaucoup de victoires. Donc là, tu t'es dit, oui, c'est bien, là, ça marche. Donc, je vais aussi essayer d'apporter mon aide, en tout cas, d'amener une idée pour ces enfants-là qui sont comme toi, d'ailleurs, du coup. Donc, vraiment, je vois que ce que je vois, c'est vraiment une personne qui regarde quand même par rapport à ce qu'il a vécu et essaie de réparer au maximum pour cas les dégâts que lui il a vécu un peu. D'abord, merci d'avoir pensé à nous, enfants et jeunes privés de l'école en France, par ton engagement au collectif École pour tous. Et également pour les enfants orphelins albinos en Guinée, à travers ton association pour l'éducation des orphelins albinos en Guinée. Si vous souhaitez vous engager auprès de ces associations, on vous met les coordonnées juste là et en description de cette vidéo. Merci. Pour finir ce podcast, quel message tu envoies aux jeunes qui arrivent? Quel message tu aimerais leur dire? Et les jeunes qui sont arrivés déjà, je vais dire, bon sens à eux, il y a beaucoup de travail qui leur attend. Et qu'ils n'abandonnent jamais. Ils continuent à persévérer. Et le courage, c'est très, très important. Et il ne faut pas qu'il essaie d'aller gauche à droite. Il doit être focalisé sur une chose et marcher là-dessus. Mais les conseils que je peux apporter de plus, les conseils que j'aimerais en fait dire de plus, c'est chaque personne doit tout faire pour réussir chez lui. Dire qu'en Guinée, je ne peux pas réussir en Guinée, c'est archi faux. Et quand tes amis quittent là-bas, tu ne peux pas le comprendre. Mais c'est quand tu arrives où on est aujourd'hui, c'est là que tu vas comprendre l'importance de ton pays d'origine. Qu'est-ce que toi, tu es d'où? C'est là que tu vas réfléchir, tu vas te rendre compte. Je ne sais pas, chacun a son problème dans son pays d'origine, ou bien chaque pays a ses réalités, tout ça. Mais en tout cas, quand tu arrives à trouver une voie légale et venir étudier, en tout cas, voie légale, viens, il n'y a pas de souci, c'est un problème. Mais quand il faut passer par l'immigration, j'ai des conseils. L'immigration clandestine. J'ai des conseils, carrément. D'accord. J'ai des conseils, ça, fortement. Bon, bah, écoute, merci Saifullah et merci pour ton parcours, pour ton partage et pour les engagements aussi dont tu nous as parlé et pour le message aussi. Donc, bah, merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.